sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Seymour Bruxelles, qui 25 ans après avoir quitté les Inconnus pour retrouver l'anonymat, renoue avec la notoriété afin de soulager l'humanité souffrante. Voici vos grosses têtes. Premier prix d'anatomie comparée chez les bons pères jusqu'à ce qu'il renonce aux culottes courtes. Jacques Maillot. Bonjour. S'il avait publié autant de livres qu'il a pris de kilos, il parlerait d'égal à égal avec Max Gallo. Bernard Mabille. Bonjour. Les jeunes gens émus par l'annonce que son cœur est à prendre doivent savoir qu'ils ne seront pas obligés de monter si haut. Amanda Lear. Le cœur. Les chambres qu'il possède en province et les pièces qu'il joue à Paris sont également allouées. Pierre Bellemare. Bonjour. Les 20 tonnes avec remorque passent désormais devant chez lui sans s'arrêter. Jean-Pierre Coff. Alors, on se préoccupe d'attirer des touristes, parce que, bon, ils se sont fait un peu plus rares avec la crise et qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et après avoir fait une longue enquête, réfléchi, fait parler des visiteurs, on s'est aperçu que la première arme de séduction touristique, c'était le sourire. Ah bon? Le sourire. Le sourire. Voilà. Le sourire. C'est avec le sourire qu'on va non seulement faire revenir les gens, mais les garder plus d'un jour. C'est vrai qu'on en manquait beaucoup. Ah, oui. C'est pour ça qu'il y a tant de touristes à Paris, parce que les Parisiens sont très souriants. Ah non, justement, on est le contraire d'un peuple souriant et hospitalier. Ah oui, ça c'est terrible. Ah, mais c'est énorme. Quand on revient dès l'arrivée à l'aéroport, entre quand on arrive d'Italie, par exemple, ça fait un choc. Ah oui. Comme on portera tous le masque, ça sert plus à rien. Mais le masque, on l'a déjà. Sourire et amabilité, ça va. Non, c'est sourire, c'est pas amabilité. C'est le sourire, mais d'ailleurs qui est hypocrite souvent. Tu te fais niquer avec le sourire, c'est très bien. Mais il n'y avait pas eu une campagne déjà souriante? Oui, il y avait eu des petits dessins d'ailleurs. Oui. Et c'était dans le cadre de l'antimorosité. Aujourd'hui, il s'agit de relancer notre tourisme. Souris, Jean-Pierre, souris. Toujours le tourisme. À Cancun, alors il souffre encore plus qu'à Paris, parce qu'il y a, Cancun, c'est au Mexique, il y a eu la grippe mexicaine. Ah oui, il y a eu les accords. Et alors, les hôtels sont complètement déserts et ils ont imaginé quelque chose pour les remplir. Ah, le sourire. Oui, non seulement le sourire, mais ça se voit pas sous le masque. Ah bah mais oui, comme ils ont plus de dents, c'est le sourire de Mexico. Ils ont imaginé de promettre à tous les visiteurs qui seraient atteints par la grippe durant leur séjour 3 années de vacances gratuites. Oh là là! Et si ça leur profite pas, les héritiers auront droit. Ah oui, parce que s'ils meurent de la grippe, c'est les héritiers. Oui. Voilà. Mais c'est très attractif. Ah bah oui. Allez, on va aller en vacances grâce à Pépé, tu sais, celui qui est mort de la grippe. Ça vaut le coup de tousser quand t'arrives. Mais vous avez vu qu'on fait des gros efforts. On offre maintenant, c'est sur tous les culs de bus, un voyage aller-retour avec 7 nuits d'hôtel pour, je crois, 489 €, un truc comme ça, 49 €. Enfin, c'est un avion à pédale. Oui. Et si vous attrapez la courante dans les wagons en restaurant du TGV, vous avez 3 voyages gratuits, c'est formidable. Pour l'instant, vous ne l'attrapez pas parce qu'ils sont en grève. C'est fermé, Ils sont en grève. C'est du charter pour ce prix. Alors, notre amie Roselyne a lancé une grande enquête sur l'alimentation des Français. Ah oui. Ça c'est bien. Elle fait des Sur trucs Internet, essentiels. Tous les jours, elle lance un truc. Je pense que c'est un combat entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé qui veulent l'un et l'autre s'approprier le monopole de l'alimentation. Les premiers résultats sont très encourageants puisqu'on a remarqué que les gens qui répondaient au questionnaire mangent moins.
Bon, ils n'ont pas le temps, puisqu'ils parlent tout le temps. Et donc, c'est un premier progrès dans la lutte contre l'obésité. C'est quoi les questions? Alors, il faut mieux comprendre et faire mieux comprendre les liens entre la nutrition et la santé. Ça a Non, l'air c'est évident. Mais oui, bah, bien Non, c'est sûr. vrai. bah, On se met n'importe quoi dans la bouche. C'est tout à fait vrai. oui. Il vous sera beaucoup pardonné pour cet aveu, Amanda. ça fait des années qu'on te le dit. Non, hein. mange n'importe quoi. Vous Toi, savez c'est surtout qu'Amanda a vendu le tableau dont elle Oui. nous parlait hier. Oui, le pareil. Ah, le qui a- tableau avec des préservatifs. Oui. Oui, à qui vous l'avez vendu? À la princesse Stéphanie, parce qu'elle a une fondation Ah, bah oui. contre La le fondation, sida. la fondation de la capote. qui a été Mais abonnée. non. Et c'est une très très bonne œuvre sociale bah oui, qu'elle a bien sûr. fondée. Alors, une précision de Xavier Darcos. il est- Qu'est-ce qu'il devient, lui? Ben, alors Il attend le ministère de la Justice. Il a des problèmes. On parle de lui pour le ministère de la Justice, mais enfin, il n'est pas le seul. Ouais. Un ministère qui est pas tellement de tourpeau. Non hein. plus. Mais enfin, Ah, bah c'est oui, vrai. avec les il est bien gardiens, doté, tout hein. ça. Avec Ouais. les taulards et les gardiens de prison. Ouais. Oui, oui. Bon. Alors, Xavier Darcos a dit, parce que certains avaient suggéré que les étudiants qui ne pouvaient pas passer leurs examens reçoivent leur diplôme automatiquement. Ouais. Bon, ce qui était une bonne idée, Moi, je d'ailleurs. trouve, mais Hein? bien On sûr. peut pas le donner à tout le À monde. l'ancienne, Pourquoi faire des différences comme ça? Tout le monde a le même diplôme, mais donc Voilà. tout le monde part normalement dans la vie avec le Alors, même il équipement. a dit qu'il n'y aurait pas de licence S-grève ou de master en manifestation et que, pour certains, il faudrait attendre un an. Ah, oui, dites donc. C'est pas grave de pas avoir de diplôme, tu fais les grosses têtes. Bah oui. Ça, c'est vrai. Bah oui. Bah, évidemment. J'atteste. Enfin, il faut quand même le certificat d'études. Hein. Ouais. Et alors, au moment où il disait que les étudiants n'auraient pas de diplôme, C'est pas vrai. C'est mon allée. Comment? vous n'avez pas votre certificat? Mais non, c'est Mon pas pauvre vrai. petit chou. Mais t'as quoi? Oh, le Je nul. l'ai raté. Alors j'ai rien à faire ici. Mais t'as quoi? T'as rien du tout. Jean-Pierre. Non, rien. Rien. Enfin, j'ai. Il signe avec une croix. On Alors, va te le faire passer. alors on va vous proposer un autre diplôme, cher Jean-Pierre Coff, qu'on vient d'inventer et auquel vos compétences en la matière vous donneront droit. C'est un doctorat de McDonald's. C'est-à-dire... Alors là, Hey, non, mais attends. vous allez nous le détruire. Tu là. vas devenir Big McDonald's. Alors là, C'est-à-dire sa que colère. Hein. ce groupe qui appointe des dizaines de milliers de salariés et qui ambitionne d'augmenter sans cesse à la fois le nombre de ses succursales et aussi la compétence de ceux qui assurent le boulot, a créé des diplômes maison. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un bac McDonald's, hein, Ils sont affichés Mais dans les pourquoi? magasins, Pour dans les vomir? boutiques. et de plus en plus, avec l'ancienneté, les études et les exercices pratiques, vous avez une chance d'accéder au doctorat final. Voilà. Vous faites une thèse sur les hamburgers, sur... c'est intéressant. Ben oui, bah Mais oui. Jean-Pierre, avec quelques grains de sésame sur le crâne, tu fais assez McDo. Tu te mettrais des salades dans les oreilles, t'es un peu... oui, mais moi j'ai peur qu'il se fasse démonter par José Bové. Voilà, permettez-moi de m'assurer de la présence de tous mes chers complices. D'abord Jacques Maillot, Présent. et puis Bernard Mabille, Présent. et la chère Amanda Lear, Présente. et Pierre Bellemare, et Jean-Pierre Coff. Présent. Alors vous vous dites quelle chambrée, c'est vrai. Cette affiche-là, aucun directeur de cirque n'avait réussi avant moi à pouvoir la composer. Et je vais y ajouter notre invité d'honneur. C'est un garçon très très curieux que vous avez connu dans d'autres temps et exerçant une autre profession. Et aujourd'hui, ancien comédien, il a trouvé son meilleur rôle comme thérapeute manuel et bio-énergéticien. C'est Seymour Bruxelles. Asseyez-vous, Seymour Bruxelles est auteur de La peur origine de nos maladies, c'est une constatation, et comment s'en libérer pour guérir, c'est une promesse. Alors vous voici en garde à oui.
Quand et comment vous êtes-vous avisé que non seulement la peur n'évitait pas le danger, mais encore qu'elle provoquait la maladie? En travaillant avec vous, Philippe, au théâtre de Bouvard. Oui. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Oui, oui. On avait peur quand on passait les auditions. Ça nous prenait à la gorge, ça nous serrait la poitrine. Ouais. Et donc je me suis dit, tiens, là, il y a une réaction du corps qui n'est pas banale et qu'on n'arrive pas à contrôler. Et d'un autre côté, alors les comédiens disent que c'est une peur salutaire que celle du trac, puisque elle n'échoue qu'aux gens de talent. Oui, ça c'est vrai. J'en parle d'ailleurs avec... En connaissance de cause. Non, je voulais parler de Coluche, j'en parle dans le livre, vous vous souvenez? Oui. Et j'avais été frappé, puisque vous aviez invité Coluche à faire un sketch avec nous. On avait fait un sketch sur une école de CRS. Didier Bourdon jouait le chef, comme d'habitude, et Coluche faisait partie donc des élèves CRS, ça lui allait très bien. Et il était positionné à côté de moi. On était un petit groupe de 5-6, et je regardais Coluche, donc trembler. Je comprenais pas. Je regardais ses mains, vous vous souvenez, il avait les mains le long du corps, toujours retournées. Et j'étais étonné, moi, jeune comédien, et cette star qui venait à notre rencontre, on était tous impressionnés. Et c'était lui qui avait plus peur sur ce plateau, et il tremblait des mains. Donc, l'authenticité du personnage, ça nous a touchés, parce qu'il faisait pas semblant, il s'en foutait pas. Hein. C'était du concret, du réel. Alors, la peur principale, c'est celle de mourir. Est-ce qu'elle finit par nuire à l'envie de vivre? Eh ben justement, la peur de mourir, la peur de vivre sont confondues, on n'arrive pas à les dissocier. Et bien sûr que ça nuit à la vie, ça nous empêche de vivre, puisque toute peur nous empêche d'être dans le présent, toute peur nous projette dans le futur, et où dans le passé, il y a les peurs du passé qui nous empêchent d'évoluer, nous empêchent de vivre, parce que vivre, c'est vivre l'instant présent, c'est être ici et maintenant parmi vous. Quel pourcentage de stress, de peur, de phobie observez-vous chez les gens qui vous consultent? Alors je dis 99%, parce que je laisse 1% comme ça, on sait pas, peut-être. Ouais. Bon. Mais ce qu'on reconnaît chez chacun, lorsque la personne s'allonge sur la table, eh bien c'est très rare qu'elle soit totalement détendue. Et lorsqu'on dit aux gens, mais détendez-vous. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas peur que la consultation leur coûte trop cher? Non, c'est annoncé à l'entrée, 30 euros, ça va, ça reste encore Alors bien. comment éviter les situations traumatisantes comme l'examen raté, le licenciement, le chagrin d'amour? On les évite pas, mais comment consoler le mental? Il faut mieux les vivre alors. Il faut mieux les vivre pleinement, il faut aller voir l'adversaire les yeux bien en face. Vous avez vu sur la couverture, on a choisi le cri de Munch, de Munch. Ce cri terrible, et voilà, c'est le cri, on l'a choisi parce que pour moi, il représente la partie en nous, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, la partie qui souffre et la partie qui a peur. Donc, pour répondre à votre question, Philippe, cette partie de nous, cet enfant intérieur, il est conseillé de le consoler, de le rassurer, et c'est aussi ce que je conseille à tous les thérapeutes. Est-ce qu'on doit vous considérer comme un disciple de l'inventeur de la fameuse méthode Coué, qui consistait à dire « je vais bien, je suis bien » et on finissait par se sentir mieux? Alors non, moi, c'est pas ce que je propose du tout. Si j'ai regardé la peur en face, c'est pas se penser qu'on n'a pas peur déjà. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Calmer le mental, ce n'est pas lui mentir non plus. Hein. C'est aussi le comprendre et le caresser. Ouais. Ce mental, ce fameux mental qui nous fait souffrir, cette partie de nous qui alors, pense. Est-ce que c'est pour caresser le mental que vous mettez d'abord la main aux fesses de vos clients? Alors, c'est dans un second temps. Je commence par la main. Là, oui, la main. Leur serrer la main et après envoyer la louche. Dans un deuxième temps, la main donc au niveau du crâne, et dans un troisième temps, puisque la main donc sous le sacrum pour libérer les tensions du sacrum qui correspondent à une expression française très juste, serrer les fesses. Nous vivons tous en serrant les fesses. Et alors, l'énergie vitale, l'énergie de vie se trouve située anatomiquement dans le bassin, justement, le hara des Japonais. Hein, l'énergie, elle est là, elle part de là. Donc libérer, mettre la main sous les fesses, oui. Apporter une chaleur, une caresse et un échange magnétique. Ah, c'est un échange. Voilà. Hein. C'est même une prise de contact. C'est taquiner le périnée, c'est ça? On le taquine pas, parce que si on le taquine, on va l'exciter, il va se tendre. C'est lui permettre de se détendre. Mais il n'y a pas que la périnée, il y a la mérinée aussi. La grand-mérinée, parfois. Qu'est-ce que disent les dames auxquelles vous infligez? Les ostéopathes mettent un doigt dans le cul, carrément. Ah oui, c'est vrai, si. Ah bon? Le fameux toucher rectal des ostéopathes. T'as des bons praticiens, dis donc. Ouais. Mais avec un gant, je précise. T'as dû te faire avoir, non? T'es sûr que c'était un ostéopathe? Qu'est-ce que disent les patientes, alors? On les prévient, elles sont habillées. Bon. Il faut préciser qu'elles sont habillées. Ouais. Alors, il y a deux façons de procéder. Une, par le centre des jambes. On écarte les jambes, on passe la main sous le... Oui, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Et puis, une autre manière, un peu plus discrète, par l'extérieur. Mais c'est une manière qui ne nous convient pas, nous, au niveau du toucher, si je puis dire.
parce qu'on ne reçoit pas les mêmes informations. Oui. Bah, par l'extérieur, quand on est en face de la dame et qu'elle est replète, quelquefois, on n'y arrive pas. Hein. Voilà, donc on passe sur le côté. On passe pas entre les jambes. Si c'est Maïté que vous passez par l'extérieur, il faut les vacances. Hein. Alors, est-ce que la vie moderne et le principe de précaution n'ont pas décuplé nos peurs? Et justement, la vie moderne ne fait qu'engendrer le stress, l'amplifier. Les nouvelles sont très mauvaises. Heureusement que vous êtes là pour faire rire nos auditeurs. Le rire, justement, le rire est une thérapie. Alors, on a fait des études, on s'aperçoit qu'on rit de moins en moins longtemps. La durée rétrécit, la durée quotidienne du rire. Et le rire, c'est une thérapie, parce que le rire, c'est une libération des tensions du système nerveux. Donc, on est en train de se perdre. Alors pourquoi pas chatouiller plutôt vos clients plutôt que de leur mettre la main aux fesses? C'est après, il le fait après. Oui, mais ça, on peut pas en parler, parce que bon, je suis écouté quand même. Question de Madame Royer d'Honfleur. Qui a dit du médecin? C'est quelqu'un qui verse des drogues qu'il connaît peu dans un corps qu'il connaît encore moins. C'est pas Voltaire. C'est Voltaire. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et je dois rendre hommage à la mémoire de Jacques Maillot, puisque chaque fois que je pose cette question, c'est-à-dire environ tous les 15 jours, et qu'il est là, c'est lui qui répond en premier. Bravo, monsieur Maillot. J'aime bien Voltaire. Question de monsieur Moza, qui a dit « Un mari a toujours peur que son épouse le quitte ». Et c'est ça la suprême force des femmes, vous faire redouter ce que vous souhaitez le plus au monde. Guitry. Non, C'est mort. c'est mort. C'est pas Léoto qui aurait dit ça, par hasard. Non, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les dames, Les dames. mais qui est mort d'autre chose. Casanova. Non, nous l'avons connu. Ah, Frédéric Dard. Et c'est Frédéric. Ah Dard. oui. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ah, je l'attendais cette française. Alors, le leitmotiv plus ou moins avoué de toutes les consultations, c'est la fin de la vie, c'est la mort. On avait, avec Jean-Yann, évoqué ce genre de problème, et il avait proposé ce jour-là une solution pour faire reculer la mortalité en France. Mais c'est très sérieux, hein? Il y a 10% de gens qui meurent du tabac et 15% de gens qui meurent de l'alcool. Ça fait 25%. Et il y a à peu près 20% de gens qui meurent à l'hôpital et 45% de gens qui meurent dans un lit. Donc, si vous voulez, si on supprime le tabac et l'alcool, qu'on commence déjà par supprimer les lits et les hôpitaux. Parce que si on supprimait les lits et les hôpitaux, il y aurait plus que 25% de morts, les mecs qui fument et qui boivent. Oui, c'est vrai. Est-ce que mon calcul est juste? Oui, complètement. complètement. On réfléchit pas à ces choses-là. Mais parce que moi, écoutez, je suis pas allé à l'université de Montluçon pour rien. Ah oui, c'était un personnage. Hein. Est-ce que le ridicule peut tuer? Non, il y a tellement de survivants. Si, je pense que le ridicule peut tuer. Si il a laissé un traumatisme important au fin fond de l'organisme, ça peut bloquer une artère ou un organe et puis finir par tuer l'individu. L'événement crée la tension. Enfin, le propre du ridicule, généralement, c'est que celui qui en est le principe est immunisé, il ne se rend pas compte. Il se rend pas compte. Voilà, c'est une grâce d'État. Alors, il y a un mot qui revient, et à la fois dans votre livre et dans vos consultations, c'est le mot stress. Hein. Voilà. Mais il y a plein de stress différents. Ouais. Mais à la base, c'est un mot anglais, hein, comme il y en a beaucoup en France, qui veut dire serré. Stressé, ça veut dire serré. Donc, le résultat est toujours le même. Je veux dire, la seule réponse de nos tissus, de tous nos tissus organiques face à la peur, au stress, c'est la compression. Dans un premier temps, on peut avoir les capacités de décompresser, mais dans un deuxième temps, dans un troisième temps... Quelqu'un qui a peur, il serre les fesses. Il serre les fesses, il serre les dents, il compresse la base crânienne, les cervicales. Ah, et puis il y a de quoi. Hein. Bah oui. C'est vrai que quand on serre les dents et les fesses, il n'y a plus beaucoup de contact humain. Hein. Serrer les poings aussi. C'est ce qu'on reproche à certains. Alors, il y a même un stress, alors j'ai découvert à vous lire, qu'on éprouve en dormant.
Mais oui, parce que la nuit est faite pour nettoyer les tissus. La nuit est faite pour rééquilibrer l'organisme. Et en dormant, il se passe plein de choses. Il y a des gens qui grincent des dents, on appelle ça le bruxisme, et qui arrivent jusqu'à casser les mailles. Moi, j'ai un copain qui a un pressing, et il fait ça la nuit. C'est pour nettoyer les tissus, qui m'a dit. Il m'a dit ça. Tu nettoies les tissus, mais tu salis les draps souvent quand même. On se demande parfois, en pensant aux vedettes que nous avons connues et aimées, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Moche. Et par exemple, les vedettes de Dallas. Vous vous souvenez de Dallas? Dallas. Ils sont tous morts, non? Ben non, quelques-uns sont morts. Alors, Larry Hagman, qui était atteint d'une très très grave maladie, puisqu'il avait un cancer du foie, a subi une greffe qui l'a guéri. Et aujourd'hui, il peut boire comme un gosse. Il cavale comme un lapin. Non, ça c'est extraordinaire. Il a fait greffe. Charlène Tilton, Ah oui, vous vous c'était la souvenez? naine, Oui, la vieille. Non, c'était la petite. La petite. La naine. La naine qui venait de Cuba. La petite peste. Elle en est à son 5e divorce. Oh, pauvre petite mèche. Oh, alors, elle a pas bon goût. Petite Tu as des chose. mères de main. Et il y avait Patrick Duffy. Alors, Ah oui, pas de truc du fils, je crois qu'il est mort, lui. Ah bon? Mais c'était le plus jeune, c'est C'était normal. le gentil. Mais non, il a fait un duo avec Mireille Mathieu, même. Ah bah oui. C'est là, ils sont morts. Alors là, c'est Ça là. pardonne pas, C'est là. ça qui l'a touché. Un duo avec Mireille Mathieu, tu t'en remets pas. Ah bah non, ça c'est terminé. Ah non. Il est sorti de la scène et puis juste là dans la coulisse, paf. Ouais. Ah, c'était atroce, j'y étais, c'était épouvantable. Et Sue Ellen. Ah, bah, elle est toujours dessous. C'était qui Sue Sue Ellen? Ellen, c'est celle qui se peintait régulièrement. Picole. Là. Oui. Collé, oui. Eh ben, elle est rentrée chez une marque de Bourbon. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, parce que Mais non. bon, en plus, on ne pouvait pas la suivre à la trace, elle marchait toujours en zigzag. Ouais. En revanche, on a des nouvelles de Tony Curtis. Ah oui. Ah oui. Alors, malheureusement, il vit à Londres. la photo de lui qui a été réalisée la semaine dernière ne permet pas vraiment de l'identifier. Ah, ouais. Oui, il a changé quand Il même. a beaucoup Bah, changé. attends, il a 90 ans. J'ai beaucoup changé. Mais Il en est à son 6e mariage. C'est ça qui mauvais, crève. ça, ouais. Et, C'est mauvais, ça. Et sa dernière femme est sans doute la plus jeune et la plus belle. Ah oui, mais ça va Ce pas. qui est Parce bien, qu'il parce sait que- qu'elle va avoir le testament pour elle. Je sais pas, mais ça prouve qu'il n'y a pas de fossé entre les Il doit être très générations. riche, hein, parce Ah bah qu'il non. peint aussi. Il vend Oui, des oui, oui, tableaux, il peint. il fait un tas de trucs. Alors, si vous vous intéressez aux vedettes et surtout à la vie sexuelle des vedettes, Drôlin, ça c'est je bon, vous signe. recommande les vidéos que on commercialise actuellement en Allemagne, et c'est la vidéo qui se classe en tête. C'est la vie et les amours de Boris Becker. Vous vous souvenez? le tennisman. Ah oui, Tennisman, qui bien sûr, était en même temps un grand séducteur. hein. Alors, Aucun, non? oui. Ouais. T'aimes pas les rouquins? Je sais pas. Non, j'ai C'est rien bon, un contre, petit coup de mais- rouquin quand t'as fini. Il a laissé, mais ou bien ça s'est fait à l'insu de son plein gré, une caméra tournée pendant qu'il se livrait à un petit exercice amoureux dans toutes les positions, avec plusieurs dames à la fois. Ah bon? Ah. Et, et ça se vend sous le manteau, Il enfin sous joue le en slip, double alors. ouais. Tiens, voilà mon lob, lob, lob. et ça intéresse beaucoup les gens. vous pensez bien. Parce qu'il a une façon de renvoyer la balle. Ouais, j'imagine, bien sûr. Il a un service qui était. Alors un service oui. 3 pièces Ah ouais, en plus. si, bien sûr, il doit monter au filet très vite. Bien sûr. Je suis atterré. Est-ce que vous déconseillez les émissions sur la santé, les dictionnaires médicaux? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a un phénomène étonnant, c'est Internet. Les patients arrivent, ils ont étudié leur cas, ils en savent plus que le médecin. Parce que le médecin, il n'a pas le temps, il ne peut pas se réactualiser. Et eux, ils arrivent, ils ont tapé sur Internet, ils ont fait le nom de leur maladie et ils savent tout sur la maladie. Bon, alors ça peut aussi les inquiéter. Et ça, c'est pas bon. Ben non, on sait très bien qu'un étudiant en médecine, quand il commence à apprendre les maladies, il a tout. Il découvre sur son corps toutes les maladies qu'il a rencontrées dans le dictionnaire. C'est comme ça qu'on devient un hypochondriaque. Et l'hypochondriaque, c'est ça, voilà. Et il s'en sort pas, celui-là. Et il peut même créer sa maladie, c'est très facile. Il y a Donc, des il vaut tests mieux qui pas ont été savoir. faits. On a fait des expériences, on a disséqué des gens morts brutalement d'accidents de voiture, par exemple. Et on s'aperçoit donc à des âges pas trop avancés, on s'aperçoit que nous sommes tous porteurs de maladies, mais qui ne sont pas déclarées. Donc, certaines, il vaut mieux pas le savoir, parce que quand on le sait, là, elles se déclarent. C'est la peur qui les C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écrivent des bouquins qui n'ont jamais lu. Bon, comme ça, ils se rendent pas compte qu'ils ne savent pas écrire. Il faut combien de temps en moyenne pour qu'un malade imaginaire devienne un vrai malade?
malade? Ça dépend de lui, ça peut être très long, ça peut prendre des années, mais ça peut prendre 3 semaines. Si son imagination est liée à une peur terrible, en 3 semaines, il est cuit. Hein. Un organisme peut se dégrader rapidement. Hein. Alors, on va faire là une petite... Ça fait froid dans le dos. Hein. Un petit galop rapide. Est-ce que vous avez des peurs, des stress? Monsieur Coff, sûrement, vous. Oh, oui, bien sûr, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous appréhendez, vous? Des choses bêtes, de ne pas m'endormir, par exemple. C'est le début de l'insomnie, ça. Je ne m'endors pas, effectivement. Oui. Oui. Bien sûr. Moi, ma grande peur, c'est que vous tombiez malade. C'est une hantise. Ça peut arriver. Et vous, monsieur Bellemare? Ma peur principale, c'était de ne plus pouvoir à un moment donné me déplacer, quoi. C'est-à-dire perdre l'usage de mes jambes. Voilà. Ah bah oui. Mais depuis que vous avez vos genoux neufs... Oui, j'ai tout fait pour ne pas les perdre. Oui. Et vous, Amanda? Pour moi, oui, j'ai quelques peurs, la peur de la solitude, peur de vieillir, peur de devenir aveugle, je sais pas. Mais c'est surtout des phobies. Phobie des insectes, phobie des araignées, phobie des trucs comme ça. Ça rejoint plus si la phobie. Si vous devenez aveugle, vous verrez pas vieillir. Non, mais justement, la peur, on peut la surmonter, on peut la comprendre. Mais la phobie, c'est très difficile. Je te rassure, l'araignée ne vient pas, après ta mort, il ne vient pas à la première sur ton corps pour le manger. Des fois, en dormant, t'as des bébêtes qui pourraient être cachées sous ton oreiller. Oh, ça me fait très peur. Des asticots. Non, pas peur de l'asticot. Et vous, monsieur Maillot, qui avez l'air si épanoui? Oui. Moi, j'ai peur de Laurence Parisot, c'est tout. Mais ça, je te comprends. Elle vient la nuit, vous tirez fois, je la vois dans mes rêves, alors là, j'ai la trouille, je suis comme Jean-Pierre. Mais alors, vous cauchemardez, alors. Je cauchemarde, oui. Ah oui. Et vous, Bernard Mabille? Moi, j'ai peur de l'eau, moi. J'arrive pas. De toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais. Là où vous tombez, où vous êtes, il n'y a plus de place pour l'eau. Hein. J'ai très peur de traverser un. Tu es aquaphobe. Il y a la peur du vide aussi. Hein. Non, la peur du vide, la peur de la mort, c'est la peur du vide. Ouais. Mais nos physiciens quantiques nous démontrent que le vide n'existe pas. Donc ça, c'est très rassurant. Et pour en revenir aux phobies, si je peux dire un petit mot à ce sujet-là, c'est la peur irrationnelle. C'est-à-dire, comme vient de le dire Bernard Mabille, il ne sait pas pourquoi il a peur de l'eau. Il faut savoir qu'il y a des peurs qui nous habitent et que nous transportons qui ne sont pas les nôtres. Alors là, on passe dans le domaine de ce qu'on appelle le transgénérationnel. Ma mère aurait couché avec le commandant Cousteau. Voilà, par exemple. Elle s'est réveillée avec son bonnet rouge sur la tête. Mais pourquoi est-ce que tu commences pas tout doucement à te mettre un pied dans une bassine, ensuite un deuxième, puis petit à petit avec tu fais il marche dans les flaques d'eau de temps en temps. Ça, j'ai vu qu'il oui, ça c'est vrai, mais ça c'est un autre aspect de son personnage. Il y a aussi beaucoup de mecs qui ont peur de pas assurer. Hein. Ah oui. Alors ça, pour engendrer l'impuissance, c'est formidable. Hein. Peur de pas assurer, c'est sûr qu'il va pas assurer. Oui, d'où l'expression la peur m'habite. Si vous ne fermez pas l'œil, ouvrez l'oreille. RTL. Philippe Bouvard et les grosses têtes. Alors, vous avez, et je vous en remercie parce que ça va nous donner l'occasion de la voir pour la première fois aux grosses têtes. Vous avez émis le vœu que nous allons réaliser de pouvoir bavarder avec votre ancien complice et toujours ami, Pascal Légitimus. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour Philippe Bouvard, bonjour à tout le monde. Ah, ça me rajeunit de vous entendre, hein. Au moins, je vous fais un effet positif, c'est bien. Bien. Dites-moi, alors, vous en avez des souvenirs avec Seymour, hein? Bah oui, on a des souvenirs, pas d'enfance, mais on va dire d'adolescent presque. C'est vrai qu'on a démarré ensemble dans ce métier dans les années 80, et c'est vrai que ça crée des liens, quoi. De toute façon, la base, pour moi, c'est Seymour Bruxelles. Et c'est vrai qu'on s'est revus il n'y a pas très longtemps, et puis à chaque fois qu'on se voit, on se remémore un peu le passé, parce que c'est vrai que ce sont nos racines artistiques, quoi. Des souvenirs aussi, puisque c'était vos débuts, des souvenirs de ce qu'on appelle les galères, hein? Bah, on appelle ça les galas-galères, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que on a beaucoup ri tous les deux, on s'est retrouvés dans des situations un peu particulières. Par exemple? Notamment, je me rappelle avoir joué une fois à l'Odéon, j'avais eu l'occasion de jouer à l'Odéon avec la Comédie Française, j'avais un tout petit rôle, et je jouais en matinée un dimanche, donc je jouais à 15h, et on avait un gala à 18h à Ozoir-la-Ferrière, je pense. 15h15. À 15h15. à l'autre bout de Paris, à Ozoir-la-Ferrière. Et Seymour, je crois je sais plus s'il pratique la moto, mais à l'époque, il avait une espèce de grosse moto, une BMW, je crois. Et
je me rappelle avoir fait Odéon aux Heures-la-Ferrière en, je sais pas, 8 minutes. Donc je vous raconte pas, j'ai acheté des Pampers en cours de route, évidemment. Non, mais c'était effrayant. Et c'est vrai que je me rappelle avoir longé les quais comme ça, j'avais des sueurs froides. Et voilà, ça c'est un souvenir. En tout cas, on est arrivé au gala pile à l'heure, on a assuré en sueur. Et puis c'était, voilà, c'est des souvenirs un peu comme ça. T'as oublié qu'on avait gardé nos casques. Oui, on a joué sur scène. On a joué avec les casques. Est-ce que vous êtes déjà allé consulter Seymour Bruxelles? Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais en tout cas, j'ai envoyé en éclaireur ma belle-mère et mon père, et puis j'ai des membres de ma famille qui vont le voir, comme ça. Ils sont revenus vivants. Pour l'instant, tout va bien. Mais tout à l'heure, vous parliez des peurs quand je vous ai entendu. Paradoxalement et bizarrement, quand j'étais tout petit, j'avais peur du noir. Alors, imaginez que mon père venait me dire faire la bise quand j'étais gamin. Bon, ça, depuis, je me suis soigné. Voilà. Écoutez, on a été heureux de vous entendre et on espère qu'un jour, vous serez notre invité d'honneur. Avec plaisir. C'est vrai que c'est le temps qui me manque, mais en tout cas, ça me fera très plaisir de vous croiser. Merci Pascal Légitimus. À bientôt. Vous les revoyez de temps en temps, tous les anciens? Ah ben là, on va se revoir la semaine prochaine. Ce sont les 50 ans de Bruno Chapelle. Et donc, Bernard déjà Campan. 50 ans. Alors, il y aura la moitié du théâtre de Bouvard à son anniversaire en Bourgogne, je ne dis pas où. Et on aura, je pense, Michel Bernier, Mimi Mati, Bernard Campan. Je dois en oublier, mais il y aura une bonne partie de l'équipe là, qui seront là. Alors, je vous signale que chez nous, il y a toujours Jean-Jacques Perroni et Philippe Chevalier. Je le sais, je le sais bien. Et alors, oui. Je pensais les voir aujourd'hui, mais... Pilier du temple, hein. Ah oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Dans quel cas une comète se dirige-t-elle la queue en avant? Quand elle recule. Quand elle change de galaxie, non? Non. Quand elle va tomber. Non. Non, c'est une question d'attraction solaire, de Exactement, exactement. Lorsqu'elle échappe à l'attraction solaire. Bonne réponse d'Amanda. Ah, la queue des comètes. Bravo, Amanda. Ah, tout ce qui est queue, tu domines le sujet. Ah, oui, la queue des comètes. Est-ce que vous distinguez, Seymour Bruxelles, les peurs pathologiques et les peurs sociales? Non, parce que je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'esprit, le corps, tout ça est mêlé, et que la peur sociale est une peur pathologique, et que nous ne sommes pas prêts de nous en sortir parce que la société engendre la maladie. Elle engendre des peurs qui n'ont quelquefois rien à voir avec la maladie, mais avec la violence, avec la misère, avec... Mais c'est ce que j'appelle la maladie de la société, la maladie de l'humanité. La maladie, ce qui nous manque actuellement, c'est le bon sens. Je dis que la maladie la plus répandue sur notre planète, c'est l'immaturité. Nous sommes perdus par notre orgueil et notre ego, et nous sommes des grands enfants. Saint-Exupéry disait, nous sommes tous des anciens enfants, mais peu d'entre nous s'en souviennent. Mais il serait temps de s'en souvenir. Saint-Exupéry. Bravo. Quand il se réveille en sursaut. Dites donc, Il m'a fait peur. bien que toujours jeune, vous êtes devenu un vieux sage, hein? Un vieux singe. Sage. Non, c'est vrai, hein? Écoutez, la sagesse, j'ai essayé de rechercher un peu ça, parce que justement, c'est parce qu'on n'aime pas bien dans sa peau qu'on cherche des solutions. Et lorsque j'ai trouvé cette définition de la sagesse, c'est la paix intérieure. Oh, qu'est-ce que la paix intérieure? Et la paix intérieure, on la trouve dans son corps. Donc je suis à la recherche permanente de la paix intérieure. Je pratique la paix intérieure tous les jours. C'est ce qui vous distingue de Jean-Pierre Coff, qui est plutôt porté sur les paix extérieures. J'aurais pas aimé ça, Jean-Pierre, ça sincèrement. Hein. Quelle image. Mais l'autre jour, il nous a raconté qu'il avait peur parce que tu pétais moins qu'avant. Ah, mais ça, je le confesse volontiers. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous croyez, sur le plan thérapeutique, hein, c'est-à-dire dans l'exercice de votre métier, à ces miracles que l'esprit peut provoquer en évacuant la maladie? Oui, tout à fait, oui. Si le blocage correspond, donc, comme on le dit, à une somatisation, c'est-à-dire liée à une peur mentale, j'appelle ça la peur mentale. Faut pas qu'il y ait de cause organique, quoi. Mais même si la cause organique, c'est quoi? C'est un organe qui a peur. Une cellule qui se referme, c'est une cellule qui a peur. On est toujours face à la peur. Vous dites qu'il y a un cœur dans chaque organe. Il y a une conscience dans chaque organe. Et on parle de la conscience du cœur. On a découvert il y a peu de temps que le cœur avait un cerveau. C'est-à-dire qu'il avait une autonomie. Il y a une petite partie du cœur en surface qu'on appelle le cerveau du cœur. Mais il y a surtout une conscience dans chaque organe, dans chaque cellule. Et une cellule agressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se referme. Donc elle bloque les échanges de vie, les échanges de liquides internes, externes, et qui sont
dont sa vie est dépendante. C'est toujours une peur. Alors ici, un jour, Jacques Balutin avait évoqué un miracle. Mais bon, un peu différent de ceux que vous pratiquez. C'est Jésus qui choisit Marseille pour revenir sur Terre, pour avoir du monde et se faire reconnaître. Il rentre dans un café corse et il fait « Salut les gars, je suis Jésus, je suis redescendu sur Terre. » Il fait « Je te crois pas. » Il fait « Si, je suis Jésus, prouve-le. » Alors il y a un handicapé qui passait dans son fauteuil roulant. Jésus lui met la main sur l'épaule et le paralytique se lève et il marche. Il y a un aveugle qui buvait tranquillement son pastis. Il y a Jésus qui lui met la main sur les yeux et l'aveugle retrouve une vision parfaite. Jésus s'approche d'un troisième et l'autre il fait « Non, ne me touche pas, ne me touche pas !» Et il fait « Mais pourquoi je te veux aucun mal? Je veux seulement te guérir. » Il fait « Ne me touche pas. Je suis fonctionnaire et il n'y a que 15 jours que je suis en arrêt maladie. » Quel genre de chanson faut-il faire entendre? Alors, non plus au public, mais aux embryons. Alors, on a fait écouter du Mozart. Des Mozart à des peuplades indigènes. On a fait écouter du Mozart à des gouttes d'eau. Nous sommes faits de 75% d'eau. Et l'influence d'une onde, puisque la musique, c'est le son, c'est une onde, c'est une vibration de l'air. Donc l'influence de la musique sur les gouttes d'eau. Alors ils ont fait écouter aussi du heavy metal sur ces gouttes d'eau. Donc le heavy metal, ça désorganise totalement la goutte d'eau, alors que ça rouille. Mozart, en plus ça rouille, oui. Mais par exemple, moi, quand je chante, il pleut. Oui. Bon, alors là, ça vous désharmonisez donc l'équilibre climatique. Mais Mozart, qu'est-ce que ça fait sur les gouttes d'eau? Ça harmonise justement. Ça la réorganise. Ça les empêche pas de tomber quand même. Magnifique, pardon? Ça n'empêche pas les gouttes de tomber. Non, mais les gouttes, il faut que les gouttes tombent, de toute façon, sinon on va mourir. Alors, donc il y a une espèce de musicothérapie. La musicothérapie, bien sûr, qui joue même sur les émotions, sur les émotions. À ce moment-là, on dit allô, égoutte. Et Carla Bruni, quand on fait entendre du Carla Bruni à une goutte d'eau. Eh ben, alors on a voulu justement faire les expériences, mais ça a été refusé par l'Élysée. Alors l'embryon, qu'est-ce qu'il faut lui faire écouter? La voix de sa mère, c'est ce qu'il y a de plus important. Et un enfant qui a entendu... Alors, on sélectionne une chanson, la mère a choisi une chanson, la même chanson. Chantée par la mère et le père pendant toute la grossesse va permettre à l'enfant d'être rassuré hors du ventre de sa mère lorsqu'il va naître et que lorsqu'il aura des moments d'angoisse. Ce sont des expériences aussi qui ont été faites. Tout est scientifique. On s'est rendu compte que ça calmait l'enfant parce que ça lui rappelle sa vie intra-utérine. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, chantée par... Là, peut-être. Bon, c'est une chanson douce en général. Vous allez plus loin, vous dites qu'on peut établir un vrai dialogue avec l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est l'aptonomie, on appelle ça l'aptonomie. On joue avec l'enfant, il est contacté pendant la grossesse. À partir de combien de mois? Accueilli à partir de 4-5 mois. Oui. Ça commence à être net. Quand il commence à avoir des mouvements visibles dans le ventre de sa mère, on se rend compte qu'il y a une réponse. On envoie un message et il y a une réponse à ce message. Quel genre de message on lui envoie? On lui parle, un message verbal, un message tactile. Un message tactile aussi avec la main, une caresse, et vous voyez l'enfant qui se déplace et qui vient vers la main, par exemple. Bientôt, ils auront un téléphone portable, les fœtus. Et il y en a qui en ont déjà. Ils sont déjà, oui, on le voit à l'échographie. On le voit à l'échographie. Alors, bon, l'enfant, il naît. Est-ce qu'il faudrait modifier le rituel de l'accouchement? Totalement. Je suis pour l'accouchement naturel. Donc, une femme qui accouche, il faut la laisser tranquille. Il ne faut pas stimuler son néocortex. Il faut laisser le cerveau primitif, le cerveau reptilien faire tout le travail. Le cerveau primitif, soyez gentil. Donc, c'est pour Rachida Dati, ils auraient dû la laisser tranquille quand elle a accouché, plutôt que de la faire repartir au Conseil des ministres. Vous vous rendez compte, on a un cerveau primitif maintenant. Parce qu'elle est reptilienne. Non, la femme. La femme. Alors, nature, quoi. Bon, il fallait préciser. Vraiment, ils ont été très Mais en fait, c'est pas toujours possible l'accouchement naturel. Debout dans les champs. Non, c'est pas possible parce qu'on stimule en permanence son néocortex par les éclairages. Vous voyez, par exemple, les lumières, ça stimule le néocortex. Le son, on lui pose des questions. Ça va? Vous avez faim? Vous avez froid? Vous avez chaud? Elle est toujours en train d'essayer de répondre à des questions. Il y a du bruit, il y a du monde, il y a le mari qui filme. Mais c'est affreux. Enfin, quand un gosse se présente par le siège, c'est pas forcément à cause de tout ça. Non, on parle d'un accouchement sans problème. Et l'influence justement du milieu naturel sur la naissance, et c'est énorme, les résultats sont énormes. Ce sont des sondages qui ont été faits, des études sur toute la planète, et on se rend compte que les incidences de la première heure après la naissance vont laisser des traumatismes jusqu'à la vie adulte, et peut-être jusqu'à la fin de la vie. Dans un accouchement, c'est... Mais c'est affreux, c'est affreux. Laissons-la tranquille, elle vit son accouchement, laissons son corps s'exprimer. Mettons-la auprès.
Par exemple. Alors, il y a des maternités qui permettent, on appelle ça des maisons de naissance, ça commence à venir, parce qu'en France, on est toujours en retard. Ça existe en Angleterre, en Belgique, et alors là, on donne une pièce ouatée, avec donc un éclairage léger, une petite musique si elle a choisi une musique, on la laisse tranquille, on la laisse accoucher. Et sinon, la solution, c'est l'accouchement à la maison. Dans l'eau, vous êtes partisan de faire l'accouchement dans l'eau? L'accouchement dans l'eau, c'est bien pour le travail, faire le travail dans l'eau. C'est-à-dire les contractions sont adoucies, sont allégées par l'eau. La naissance d'elle-même dans l'eau, on en est revenu. Moi, j'ai connu un type, il est né, il est venu au monde entre un âne et un bœuf, il n'est pas devenu vieux, 33 ans. Hein. On l'a pas laissé en paix. Il y a du monde autour, c'est ça l'a fait turber, il a fait du pognon, quand même. Il a fait du pèse, oui. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas penser du tout que d'avoir des pensées négatives? Tout à fait. Oui. Heureux les simples d'esprit, à condition qu'ils ne pensent pas. La pensée, donc c'est une énergie. La pensée négative va créer des tensions dans le corps, puisqu'on parle d'unité psychophysique. Et il vaut mieux ne pas penser, calmer son cerveau gauche. Quelquefois, c'est irrépressible. Bien sûr, c'est très difficile. Les Chinois l'appellent le mental, le petit singe qui sautille tout le temps dans la tête. Ça, c'est le mental, on a un mal fou à le calmer. Il y a un très bon livre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un médecin neurologue qui a eu un accident vasculaire cérébral. Elle a vu la dégradation en direct de son cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, je le rappelle, c'est justement l'analyse, la pensée, l'expression. Et le cerveau droit, l'intuition, la sensibilité, l'instinct, etc. Elle a observé à partir de son cerveau droit qui restait intact la dégradation de son cerveau gauche. C'est très très intéressant puisque c'est la vue d'un neurologue. C'est la vision d'un neurologue. Eh bien, elle a vu sa pensée se calmer d'elle-même puisqu'il y avait cet accident et elle s'est retrouvée dans un état de grâce, sans peur d'ailleurs, sans peur, en étant consciente de ce qui lui arrivait. Le cerveau droit lui a permis de vivre son accident dans la plus grande sérénité. C'est étonnant, ça. Question de Madame Cauchois. Quand peut-on dire d'une personne qu'elle a le NOQUETIS? N-O-Q-U-E-T-I-S. Quand elle tape à la porte. Non. NOQUETIS. Elle a le NOQUETIS. C'est une maladie? C'est pas une maladie, mais c'est un symptôme physique qui peut être très gênant à la fois pour celui qui l'éprouve et pour son entourage. Ah. Postillonne? Est-ce que Jean-Pierre a le NOQUETIS? Non, je pense pas. Je vais vous le dire dès que je saurai. Ça se voit physiquement? Ça se voit physiquement sur le visage, et ça s'entend. Sur le visage? Ça se voit et ça s'entend. Sur le visage. Il claque des dents. Il claque des dents. Bonne réponse du docteur Bellemare. Il claque des dents. Quand on a froid. Ouais, c'est le froid. Alors, froid ou peur? Non, rien du tout. Il y a hélas des personnes qui claquent des dents, claquent des dents sans pas du tout. Ni peur ni froid. Dentiers Non, c'est la nuit en dormant. C'est les dentiers que tu remontes. C'est la nuit en dormant. C'est la nuit en dormant. La mère Denis a commencé comme ça, mais après elle n'avait plus de dents. Donc tu dors avec une fille comme ça, elle te fait des rondelles. Hein. Alors maintenant, nous allons pouvoir attribuer une bourse de 300 € à la personne qui a choisi de poser une question à Jean-Pierre Coff. Aïe, 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 aïe. C'est Monsieur Folenfant qui... très habitué. Je peux dire qu'il a pris un risque, qui a choisi cette chance. Que se passe-t-il lorsqu'on prélève des boutures sur une plante? Eh ben, on la replante et elle repousse. On fait une greffe. Ah ben, il y a un petit sointement de... Il y a la sève qui s'en va. Le melun. On met la partie détachée dans de l'eau, on attend qu'il y ait les racines. Oui, puis après on replante. Elle fait pas oui, j'explique aux gens. Tu sais pas ce que c'est, tu fais oui, non, explique-le. Oui, mais enfin tout le monde le sait, ça. Oui, alors... Sauf Jean-Pierre. Ce qu'on ne sait pas... Tout le monde le sait, sauf Jean-Pierre. C'est qu'il se produit à ce moment-là un phénomène physiologique qui est pratiquement humain. Oui. Elle pleure. Elle pleure. Elle cicatrise. Non. Elle coule et elle cicatrise. Elle a une hémorragie. Non. Une petite hémorragie. Non. Elle entorse, une fracture. Refait une pousse. Elle refait une pousse. Et alors, elle se fait... Pour survivre, elle pousse. Elle pleure. Elle a, si on l'ausculte à ce moment-là, elle a un symptôme que dans d'autres cas... De la fièvre. Une baisse de température. De la fièvre. Elle a de la fièvre. Bravo, monsieur Mabille.
ben, heureusement. Hein. Mes chers amis, vous ne le voyez pas, mais monsieur Mabille vient de faire déjà ce très C'est-à-dire la température à monte. l'égard de mon camarade Koff. Et je lui reproche parce que vraiment, il aurait pu s'en passer. Là, hein, La température. 300 € d'économiser. C'est formidable. Mais est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va arrêter de me poser une question? C'est vrai que c'est du temps perdu. Je Hein. vous soupçonne surtout de dire, tiens, monsieur Untel pose une question à Coff quand vous voulez dépenser un peu d'argent. Ah oui. Alors quand Où tu en sont, Seymour Bruxelles, les recherches américaines sur l'utérus artificiel? Ah bah ça marche très très bien. Il y a des essais qui sont faits avec des mammifères, donc avec des animaux, et c'est au point. Peut-être qu'en cachette ils ont déjà essayé avec un humain, avec un embryon humain. Donc l'utérus grandit avec le fœtus, et on peut maintenant, après la fécondation in vitro, penser que des bébés naîtront d'un utérus artificiel. Comme ça, la maman n'a pas besoin de porter l'enfant, elle ne sera pas déformée. c'est bien. C'est des utérus ou des UT américains? Utérus. Utérus. Russe, ils sont russes. bon, ouais. lui. Mais, C'est l'utérus une à 4 pratique heures, un peu dangereuse et douteuse, hein? c'est affreux. C'est même monstrueux. C'est monstrueux. Quand On n'a plus besoin de le faire, on n'a plus besoin de le Mais porter. est-ce que ça n'est pas interdit pour les humains actuellement? Ah, pour le moment, oui, mais qu'est-ce qui se fait en secret et jusqu'où on ira, on ne sait Mais pas. ça peut être pratique aussi. Tu peux continuer à chanter, tout ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu le laisses dans ta loge. Ah, vous pouvez imaginer les carences affectives que pourra subir l'enfant. On parlait tout à l'heure du contact à travers le vous pouvez ventre lui de mettre la toute mère. la musique que vous voulez. Ah oui, là, on peut y ça changera aller. pas grand-chose. Pas de problème. Mais ça serait Céline Dion, par exemple, qui déjà... Oh, Céline ça- Dion ça- tout de suite, tu bah, vois elle comment s'approvisionne chez Picard, déjà. Donc si en plus, elle pouvait avoir un utérus artificiel, tu vois, elle mettrait le truc... Ah, ça, c'est pour le coup, et il n'arrêterait pas de Mais il chanter. n'arrêterait pas de Alors, est-ce que chanter. c'est une bonne idée? Ça, c'est autre Ça, chose. c'est un autre problème. Et René pourrait aller jouer avec les machines à sous. Voilà. Hein? Oui, parce qu'il y a longtemps qu'il joue plus avec la machine de Céline, visiblement. Ça, t'en sais rien. Oh non. Oh, t'en sais rien. Oh non, là, le corsaire, non. Couillot le calibou. Oui, le caribou. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. Alors, nous avons voulu quand même donner une dimension médicale à cet entretien, bien que vous ne soyez pas médecin. Ah non. Et nous avons retrouvé un témoignage de Jean-Yann sur une visite au service le plus populaire, le plus fréquenté du système hospitalier, les urgences. Un type arrive dans un hôpital, il a une boîte, une espèce de boîte assez précieuse, comme une boîte à cigares. Il arrive, il dit « Bonjour, je voudrais voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors le type dit « Écoutez, le plus grand spécialiste en ophtalmologie, il n'est pas là en ce moment. Il y a des internes très compétents. » Il dit « Non, non. Je veux voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors on dit « Bon, très bien, j'attendrai le temps qu'il faudra. » Alors, on attend, et puis à 1h de l'après-midi, le spécialiste arrive et les internes lui disent « Il y a un mec qui est là depuis ce matin, 8h, il attend avec une boîte sur les genoux, il veut absolument vous voir. » Alors, le type, il dit « Bon, ben, je vais m'en débarrasser. » Alors il arrive, il lui dit « Voilà, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?» Il dit « Ben, regardez. » Il ouvre la boîte. Et dans la boîte, il y a un énorme étron, mais vraiment. Alors le spécialiste en ophtalmologie, il dit « Mais écoutez, ça ne me concerne pas, ça, il faut voir un entérologue. Pourquoi vous me montrez ça ?» Il dit « Parce que je fais ça tous les matins. » Et le type dit « Et alors ?» Il dit « Chaque fois que je fais ça, je pleure. » Question sérieuse, est-ce que la Sécu remboursera un jour les consultations d'ostéopathes? Ben, nous l'espérons. La médecine va quand même se porter au chevet de la médecine parallèle, ou le contraire. Actuellement, avec la pénurie de médecins que nous sommes en train de vivre et que nous vivons dans l'avenir, si on commence pas à travailler ensemble et à créer des écoles de médecine qui relient toutes les techniques, méthodes existantes, et puis qui les remboursent, je pense qu'on va aller dans le mur. Là, on n'est pas loin du mur. Là. Parce que la Sécu devrait s'apercevoir que très souvent, une consultation d'ostéopathe bien menée permet de faire des économies. D'énormes économies. C'est quoi une consultation bien menée? C'est avec le doigt... Ah, tout de suite. Avec les gants. Ça fait rêver, quoi. ça, j'en mais bon, reviens pas, ouais. ouais. La honte de l'invité d'honneur. La honte. Alors ça se passe aux Antilles. Nous sommes en tournée avec les Inconnus. Et puis, nous sommes logés au Club Méditerranée.
je n'ai rien contre le Club Méditerranée, mais c'est une magouille de l'organisateur qui, comme ça, ne paye pas de chambre d'hôtel parce que nous sommes invités. Alors, il se trouve qu'un soir, nous ne jouons pas en ville, au théâtre, relâche. Alors, on se dit, et je pense que c'est avec Pascal, je ne vais pas demander de confirmer. On se dit, tiens, on va aller voir le spectacle du Club Méditerranée. Ils font des spectacles, ça peut être marrant et tout, donc on va s'installer dans les gradins. Et là, à notre grande surprise, le présentateur du spectacle nous annonce. Et maintenant, vous allez voir les inconnus dans leur meilleur sketch et la poursuite. Donc, le projecteur commence à nous chercher dans la salle. Et on se sent très très mal parce qu'on n'a rien préparé. On n'est que deux et on n'est pas venu pour ça. Heureusement, on était au dernier rang des gradins et on a réussi à passer derrière le dossier et à sortir de la salle à quatre pattes. Et on a appris en sortant que c'était notre brave compagnon Bernard Campan qui avait annoncé le spectacle et qui avait mis l'animateur dans la confidence. Voilà. Dernière citation envoyée par Madame Gentil qui a dit « La médecine n'est pas une affaire de science, c'est une affaire de veine. » C'est un médecin. Affaire de quoi? Alors, c'est pas de veine, c'est-à-dire de chance. De chance. C'est un médecin, non? Alors, c'est pas un médecin, c'est un... Rick Azaray. C'est Pierre Dac? Alors, il est mort bien avant Pierre Dac, à la fin. Et c'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et c'est d'ailleurs Bernard Mabille qui va raconter l'histoire de Monsieur Escobedo de Mougins. Et alors là, j'avoue avoir une tendresse particulière pour cette petite histoire. Un gosse qui voit dans la rue un chien en train de saillir une chienne demande à son père ce qu'ils font. Le père embarrassé explique que la chienne qui se trouve dessous ne veut pas rentrer à la niche et que le chien est en train de la pousser pour la ramener. Et là, le gosse s'écrie « Ah, mais c'est comme maman hier. Heureusement qu'elle se tenait au bien au lavabo. Sans cela, le facteur l'emmenait à la poste. »